Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. De la baraka ou bénédiction pour les habitants du quartier du même nom. Ils vont bénéficier de 210 logements gratuitement et une restructuration de leur cité. Les travaux ont été lancés ce matin par le chef de l'État. Dans l'actualité religieuse, démarrage ce jeudi des activités de l'appel de Seydina Limam Moulay. Les cités religieuses de Cambérène, Ngor et Yoff accueillent ainsi des milliers de fidèles. Zoom sur la symbolique de ces trois sites qui célèbrent chaque année l'appel du mardi. À 4 jours de la célébration de la fête du travail, c'est l'ambiance des préparatifs qui domine au sein des différentes formations syndicales. La rédaction ouvre ainsi une série consacrée aux derniers réglages dans les QG. Les TIC offrent de multiples opportunités. Les concepteurs de start-up ne nous diront pas le contraire. Cette nouvelle forme d'organisation est en vogue dans le monde. Tous les domaines ou presque en tirent profit. L'économie notamment. Nous vous invitons à découvrir l'univers des start-up ainsi que leur accès au financement dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Un vieux rêve se réalise pour les populations de Baraka. Les 1600 plutôt habitants vont bénéficier gratuitement de 210 logements dans un espace rénové. Le chef de l'État a lancé ce matin les travaux de restructuration de ce quartier situé au cœur de Liberté 6 et longtemps resté dans l'insalubrité et la promiscuité. Omar Nying. C'est un grand moment de communion. À pied, sur une centaine de mètres, le président de la République accède au quartier Baraka. De quoi réjouir des populations joyeuses, mais aussi émues. Monsieur le président de la République, vous avez entrepris ici, en terre de liberté, de faire ce que personne n'espérait plus, restaurer la dignité des habitants de Baraka. Voici le visage actuel du quartier, constitué pour l'essentiel d'un baraquement de planches et de tôles. C'est cette image que le président Macky Sall va totalement changer. Ce projet verra 3 complexes et 14 bâtiments structurés autour de zones communes. Les 1600 habitants de Baraka resteront ici et seront logés gratuitement. À travers la mise à leur disposition de 210 appartements dans un espace entièrement rénové, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Outre les infrastructures routières et les logements modernes, Baraka sera doté d'équipements collectifs, installation de centres de formation professionnelle, mise en place de plusieurs magasins, un marché, un centre médical, une école et bientôt une nouvelle mosquée pour vous. Puisque hier, ce qui m'a étonné, c'est Madame Owen, qui est une Allemande, qui a demandé pour les populations de Baraka, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez leur donner une mosquée à Baraka? Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ça aussi le dialogue islamo-chrétien. Un dialogue qui permet à des personnes de religions différentes. Non seulement elle a de la solidarité pour les populations de Baraka, mais elle s'intéresse même à leur religion. C'est un vieux rêve qui se réalise. L'aboutissement,
du long combat de feu Jacques Bougnikour. En rendant hommage au fondateur d'Enda Tiers-Monde, le chef de l'État remercie les partenaires qui vont accompagner le gouvernement du Sénégal dans ce projet. De votre rencontre avec le protecteur de Baraka, feu Jacques Bougnikour, ancien secrétaire exécutif de l'ONG Enda Tiers-Monde, humaniste reconnu, sont nées plusieurs initiatives en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de Baraka. C'est en 2014 que votre fondation, toujours sous l'impulsion donc de Madame Owen, cette fondation a pris la décision de procéder au réaménagement de cette cité, en impliquant d'abord des architectes allemands. Et ça a été un projet conçu sur la base d'un concours d'architecture en Allemagne. Après ce concours, vous êtes allé à la recherche d'un bienfaiteur et vous êtes tombé sur M. Saviris, que je salue également, et qui a décidé d'investir au Sénégal, notamment au pôle du Lac Rose, pour développer, n'est-ce pas, des cités modernes. Je voudrais donc vous remercier tous, ainsi que tous vos partenaires qui vous accompagnent dans cette belle œuvre de modernisation de Baraka. La nouvelle Baraka va donc bientôt sortir de terre, traduisant ainsi la nouvelle politique de renouveau urbain du président Macky Sall. Le chef de l'État engage le gouvernement à accompagner ce projet important. Il a aussi lancé un appel aux promoteurs pour le respect des délais. Nous restons avec le chef de l'État qui a reçu une délégation d'investisseurs russes. Il s'agit du groupe Kamaz spécialisé dans l'assemblage de véhicules. La société entend faire de Dakar son siège africain et créer ainsi de nombreux emplois dans notre pays. Et puis, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation sera inauguré en mi-juin par le chef de l'État. L'IRSF, érigé au niveau donc du pôle urbain de Diamniadio, va contribuer à la politique de santé du Sénégal. Le professeur Souleymane Mboup, président de l'Institut, a été reçu cet après-midi par le chef de l'État. Il s'en explique au micro de Oumaning. IRSF, c'est un institut qui a pour principal objectif vraiment d'être dans le système sanitaire et dans le système de recherche du pays, un institut de renommée internationale, vraiment qui est un institut qui a des équipements les plus modernes, mais qui est là aussi pour soutenir vraiment les politiques de santé de manière globale. C'est pratiquement un institut qui est unique en Afrique, de par l'ensemble des expertises qui sont, de par la qualité des laboratoires et de la qualité des services qui y sont prévus. Et le chef de l'État, justement, nous demandait de venir lui faire le point de la situation de cet institut. Et c'est ce que nous étions venus faire dans le cadre de cette audience. Ça va être inauguré au mois de juin. On est dans les tout derniers travaux. Donc c'est un institut qui va comprendre un certain nombre de structures. D'abord, c'est sur 6 niveaux, avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et 4 étages. De manière globale, il y aura un centre de conférence, il y aura des laboratoires d'analyse médicale, mais aussi beaucoup d'autres structures d'appui à la recherche de manière globale, ce qu'on appelle un centre d'essai clinique également. C'est le président qui va l'inaugurer en mi-juin de cette année. Santé toujours, nous reparlons du PEV. L'État du Sénégal injecte chaque année près de 3 milliards de francs CFA pour la gratuité des vaccins des nouveau-nés. Le programme élargi de vaccination couvre ainsi l'ensemble du territoire national et près de 93% des enfants de 0 à 15 ans sont vaccinés contre 12 maladies cibles du PEV. Suivons l'état des lieux de ce programme dans ce reportage de Fatima Tabanelba. Bébé Maïmouna vient de faire son dernier vaccin.
À 15 mois, elle a bouclé le calendrier vaccinal et est immunisée contre les 12 maladies cibles du programme élargi de vaccination PEV. Il s'agit de la tuberculose, de l'hépatite B, de la poliomyélite, de la diphtérie, du tétanos, coqueluche, l'hémophilus influenzae, qui est une maladie respiratoire, les infections à pneumocoque qui sont le plus souvent aussi des infections respiratoires, le rotavirus qui cause des diarrhées chez les enfants, la fièvre jaune et la rougeole. Dans les districts sanitaires, les bienfaits de la vaccination ne sont plus à démontrer. Toutes les mères y adhèrent. Quand on respecte les rendez-vous, c'est vraiment une bonne chose. Les vaccins évitent aux enfants beaucoup de maladies. Mon bébé a 9 mois et vraiment il est bien suivi. Beaucoup de maladies sont vaincues grâce à la vaccination. Mes enfants tombent rarement malades. Avant, on payait 300 francs pour vacciner nos enfants. Mais depuis que l'hôpital a été implanté à Kermassar, nous n'avons plus de problème. Nos enfants sont vaccinés gratuitement et à temps. Néanmoins, l'accent est toujours mis sur la sensibilisation. Chaque matin, on fait des activités de causerie, surtout les causeries, par rapport aux mères, pour les sensibiliser vraiment sur les différents vaccins qui existent au niveau de la structure. On les sensibilise aussi par rapport aux rendez-vous qu'elles doivent faire. Grâce à la vaccination, de graves maladies comme la variole ont été éradiquées et d'autres sont en voie d'élimination. Il y a eu beaucoup de campagnes contre la poliomyélite qui aujourd'hui est sur le point d'être éradiquée. Grâce à un partenariat public-privé, la vaccination est gratuite dans toutes les structures sanitaires publiques. Près de 8 milliards sont injectés dans l'achat des vaccins. L'État supporte actuellement, l'État est aujourd'hui à hauteur de plus de 3 milliards 117 millions dans l'achat des vaccins. L'État a mis tous les moyens en achetant la logistique, c'est-à-dire la chaîne de froid, donc tout ce qui est frigo pour les vaccins, etc. Au Sénégal, le taux de couverture vaccinale atteint 93%. De nouveaux antigènes seront bientôt introduits dans le programme. Il y a le vaccin contre le cancer du col qui a déjà été introduit dans certains districts en phase pilote, mais qui doit être étendu à l'échelle du territoire à partir de la fin de cette année 2017. Le pays a fait d'énormes avancées en matière de prévention et d'immunisation. Afin de poursuivre les efforts entrepris, la sensibilisation reste de mise. C'est justement pour lutter contre la mortalité infantile que ce programme élargi de vaccination est mis en place. Il concerne les enfants de 0 à 15 mois. Justement, pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, le Canada vient à la rescousse avec 650 millions de dollars à travers le Centre pour la recherche et le développement international, CRDI. Le Canada apporte son soutien à l'Organisation ouest-africaine de la santé. L'objectif est d'apporter des réponses innovantes pour baisser les indicateurs encore élevés. Les précisions de Oumar Diawa. L'Afrique de l'Ouest et du Centre enregistrent encore de forts taux de mortalité maternelle et infantile en dépit des efforts faits par certains pays ces dernières années. Globalement, la situation est préoccupante. Les indicateurs de santé maternelle et infantile des pays d'Afrique de l'Ouest sont parmi les pires au monde, d'où l'urgence de trouver des solutions innovantes. Le Sénégal accueille cette rencontre sur l'initiative canadienne pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Des stratégies multiples à haut impact ont baissé le taux, mais leur niveau reste encore au-dessus du seuil défini par les objectifs internationaux. Insuffisant par rapport à l'objectif de réduction des 3/4 tel que recommandé par les OMD et les OLED. Le Canada, à travers les RDI, vient en appui à l'Organisation ouest-africaine de la santé pour permettre aux pays de la sous-région, mais aussi à ceux de l'Afrique centrale, de faire reculer le fléau et d'alléger le fardeau. 19 pays qui sont en train de nous proposer des thèmes, des thématiques qui seront débattus. 6 pays de l'Afrique francophone et 13 pays de l'Afrique centrale et de l'Est. L'initiative canadienne s'intègre dans les objectifs de l'OAS. Elle vient élargir le champ d'intervention de ce grand partenaire du continent. West Africa is an important region for us. The health of women and children is very important.
The government of Canada, it's an important priority and has been for a long time. Des solutions innovantes pour des soins de santé urgents dans des délais raisonnables, cela passe aussi par la valorisation des résultats de la recherche. La recherche permet donc d'identifier les goulots d'étranglement et de proposer des solutions. Ces solutions doivent être justement utilisées par les décideurs politiques. Miser sur la recherche dans l'élaboration des politiques publiques de santé peut être un puissant catalyseur sur la voie de la baisse des mortalités évitables à des niveaux encore inacceptables. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué de presse du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe les citoyens, les responsables de formations politiques légalement constituées, ainsi que les personnes indépendantes que par décret numéro 17683 du 25 avril 2017, le président de la République a convoqué le corps électoral au 30 juillet 2017 pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, conformément à l'article LO 186 du Code électoral. Par la même occasion, il rappelle aux acteurs concernés que la période de dépôt des dossiers de candidature pour la dite élection est comprise entre le vendredi 26 mai et le mardi 30 mai 2017. C'est signé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je le disais en titre, la 137e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye a débuté ce jeudi à Cambérène. La cérémonie d'ouverture présidée par Mohamed Lamine Laye, porte-parole de la famille, a saisi l'occasion pour rappeler le sens de l'appel et le message et les enseignements du mardi. Kaltoum Gueye. La cérémonie d'ouverture campe le décor de la 137e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Diamalaye Mam Seydi a refusé du monde. Tous de blanc vêtus, ils sont venus répondre à l'appel du mardi. Seydina Issa Laye, le fils du Khalif, a axé son discours sur l'unité, les fondamentaux de la société, mais aussi sur les enseignements du mardi. Et comme soubassement, l'éducation des enfants et la responsabilité parentale. Pour que le développement soit effectif, il faut que les jeunes acceptent de s'instruire. Seule la spécialisation dans le domaine de l'éducation peut régler les problèmes. Et cela, Seydina Limamoulaye l'avait instauré dans ses enseignements. Donc cela doit être un exemple pour tous. La bonne gouvernance garante de la stabilité sociale est le thème de cette année. Une thématique qui répond aux questions de l'heure. Chaque appel, quand on partage avec la population les messages de Seydina Limamou, on se rend compte que ce sont des messages qui ne sont jamais périmés, qui sont toujours d'actualité. Que ce soit la paix, que ce soit la bonne gouvernance qui est le thème de l'appel de cette année. On se rend compte que tous les jours, ces enseignements et ces serments peuvent être rappelés à tout moment pour permettre au Sénégal d'aller de l'avant. Chaque année, je vois la communauté croître et il y a de plus en plus de monde. Et ce que je m'aperçois, c'est que Seydina Limamou est nous croyons que c'est le prophète Mohammed. Mais ceux qui ne sont pas laïens, de plus en plus viennent. Mais l'Imamou l'avait dit, il a dit Adjiboda et Limamou Yoff, je suis de Yoff. Et je crois que beaucoup de Sénégalais ne prennent pas conscience de l'importance du message qu'a livré Seydina Limamou et du fait que c'est un événement et une bénédiction pour tout, pas que pour les laïens, pour tout le Sénégal. Cambérène, le village de Seydina Issa Laye, ouvre ainsi l'événement. Mohamed Lamine Laye a aussi rappelé le rôle de Mam Seydi dans l'appel du mardi. Les disciples sont venus de partout pour célébrer cette manifestation spirituelle. Nous restons dans le cadre de cet appel. C'est un appui considérable qui a été remis au Khalife général des Layènes pour améliorer les conditions de restauration des fidèles de la 137e édition de l'appel du mardi. Pour l'occasion, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a remis des enveloppes financières, de l'eau, du riz et d'autres denrées alimentaires aux chefs religieux. Abbas au compte rendu. 137e appel de Seydina Limamoulaye qui bat le record d'affluence des fidèles venus de partout
pour prendre part à ce rendez-vous religieux. Parmi ses fidèles, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, en charge des collectivités locales. Il est honoré de recevoir son collègue en charge de la femme, de la famille et de l'enfance, qui n'est pas venu les mains vides à ce rendez-vous. Mom, du sama collègue rek dans le gouvernement, du sama collègue maire rek, li ñu bokk maak moom dafa bëri. Ne dañuy assumer son caractère religieux. Yoff est une cité religieuse. Des témoignages qui attestent de la disponibilité et de l'engagement du ministre qui, très sensible aux difficultés liées à la prise en charge des pèlerins, a apporté sa modeste contribution composée d'eau et de denrées de première nécessité et aussi des enveloppes financières. Chaque année, je viens avec une forte délégation pour apporter notre modeste contribution en appuyant le khalife général et le comité d'organisation afin d'offrir aux fidèles de bonnes conditions de restauration. Son appui est apprécié à sa juste valeur par les différents bénéficiaires. Nit ku ne nag boo amee kilifa te boo génnee ñu xoole la sa kilifa war ngaa dox doxin woo xam ne ku la gis dina naw sa kilifa jaar ci yow daaw rek nga fi jóge. Cet appui nous va droit au cœur. Au nom du khalife et de toute la famille, nous témoignons notre affection et formulons des prières pour vous, le gouvernement et pour le président de la République. Des prières ont été par la suite formulées partout, des prières pour un Sénégal de paix et de stabilité dans un élan de développement harmonieux. Cambérène, Ngor et Yoff, 3 sites religieux qui abritent la célébration de l'appel de Seydina Limamou Laye, des lieux qui accueillent chaque année des milliers de fidèles. Quelle est la symbolique de ces 3 sites? Élément de réponse avec Ibrahim Ondonga. 3 lieux symboliques, 3 sites chargés d'histoire. Cambérène, Ngor, Yoff, Diamalaye. Des sites qui accueillent chaque année des fidèles venus des 4 coins du monde pour répondre à l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. Et comme toujours, c'est Cambérène qui abrite la première activité de l'événement. C'est une initiative du khalife Chérif Abdoulaye Thiaw Laye. C'est pour cela qu'à chaque fois on commence ici à Cambérène des activités. C'est que c'est ici que repose aussi Seydina Issa Rouhou Laye. Dans l'après-midi, c'est Ngor qui est à l'honneur. Ngor ou l'exemple d'un site mythique. L'étape de Ngor relève une dimension vraiment mystique parce que c'est ici que Seydina Limamou a séjourné pendant 1000 ans, rien que pour chercher là où loger. Et que dire de Yoff Diamalaye? C'est ici que le guide des Layènes a lancé sa fameuse phrase Adjibo Dayalaye. Traduisez, venez répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes en 1883. C'est à Yoff Diamalaye que Seydina Limamou Laye avait fait son appel à l'endroit des djinns et des personnes. Donc c'est pour cela que Yoff constitue aussi une étape importante à préciser que c'est à Yoff que Seydina Limamou a fait ses humanités et c'est à Yoff aussi que Seydina Limamou repose aujourd'hui. Dans ces différents sites, la vie et l'œuvre de Seydina Limamou Laye est rappelée à l'assistance. Objectif, pousser les disciples à s'identifier au modèle que constitue Seydina Limamou Laye. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce premier jour des activités de l'appel de Seydina Limamou Laye. Procès en appel de Hissène Habré, la Chambre africaine extraordinaire confirme l'emprisonnement à perpétuité de l'ancien président tchadien. Hissène Habré est cependant acquitté du crime de viol. Il devra verser 82 milliards de francs CFA au parti civil. Compte rendu chez Mamadou Samamboa. Hissène Habré compte. Le verdict est désormais sans appel. Hissène Habré en prison à vie. La Chambre africaine extraordinaire d'appel vient de confirmer le jugement rendu au mois de mai dernier par la Chambre d'assises. Siégeant en audience publique, rend à l'unanimité le présent arrêt sur l'action publique, déclare irrecevable
les appels de la défense tirés de la nullité de l'ordonnance du 5 juillet 2016, de l'absence de signature de jugement par les greffiers et de la condamnation d'Hissène Habré au titre de crimes de guerre d'Ambing et de Kalaï Chalouba. Acquitte Hissène Habré du chef de viol de la commission directe sur Khadija Hassan. Dit que cette information partielle n'a aucun effet sur la peine prononcée par la chambre d'assises. Rejette les autres moyens d'appel et confirme en conséquence la décision sur l'action publique en ses autres dispositions. La Cour d'appel des chambres africaines extraordinaires fonde sa décision sur le rejet de la presque totalité des moyens d'appel de la défense. Parmi les plus saillants, l'illégalité de la composition de la chambre d'assises, la publicisation des audiences, la violation du contradictoire et le non-contrôle effectif de Hissène Habré sur la DDS, la police politique du régime. La Cour d'assises d'appel n'a pas été pertinente du tout sur le rejet des moyens, notamment concernant l'irrégularité de la composition de la chambre d'instance. Nous continuons à penser de la manière la plus ferme que la chambre d'assises d'instance n'avait vraiment pas la composition qu'il fallait pour rendre son verdict. Il y a cependant le fait que, au moins sur une question à savoir le viol, la chambre d'assises d'appel a estimé devoir acquitter donc le président Habré sur ce point précis. Là-bas, au Tchad, cet épilogue ouvre, selon les parties civiles, l'ère de la réconciliation nationale. Nous avions dit que ce procès poursuivait deux objectifs, la lutte contre l'impunité et servait d'un élément pour pouvoir procéder à la réconciliation des enfants du Tchad. Et je crois que le travail qui reste à faire en ce moment, c'est sur les questions de réparation et sur les questions de la réconciliation nationale. Hissène Habré devra également verser 82 milliards de francs CFA comme préjudice aux parties civiles. Les chambres africaines extraordinaires en fin de cycle disparaissent. Le tribunal de grande instance hors classe de Dakar hérite du dossier pour le suivi. Le plan décennal de lutte contre les inondations suit son cours un peu partout dans le pays, notamment à Thiès, à Matam, mais également à Saint-Louis. Le ministre délégué chargé de la gestion donc des inondations a visité les ouvrages. Ousmane Douya. Nous sommes ici dans la capitale du rail, à Thiès. C'est presque toutes les zones inondables de la zone qui ont été visitées par le ministère délégué en charge des inondations. Sur place, les gens se félicitent de la démarche. Pour eux, le style est innovant. Ce travail, nous l'avons toujours salué. Nous avons toujours tenté aussi de l'accompagner. Maintenant, cette visite est arrivée à son heure. Et nous comptons énormément, monsieur le ministre délégué, sur les actions qui seront posées après les études nécessaires, techniques nécessaires. Notre conviction profonde est qu'il est possible de faire des choses. Peu après Thiès, c'est au tour de Saint-Louis, capitale du Nord, de faire l'objet d'un diagnostic en ce qui concerne son dispositif anti-inondation. Une autre manière pour le ministère du cadre de vie en charge des inondations d'annoncer d'importantes mesures préventives pour faire face à d'éventuelles inondations. Nous avons anticipé aussi sur les ouvrages, la canalisation. On a déjà commandé les pompes, les groupes, et pour la connexion du réseau, nous sommes déjà à 300 mètres. 300 mètres sur 600 mètres concernant ce quartier-là. Le programme est en marche partout où nous sommes allés. Nous avons visité des travaux, nous avons vu des ouvrages structurants, mais des ouvrages en construction, cela nous soulage. Puisque quand on voit les populations aujourd'hui sorties complètement des eaux, cela nous fait énormément de bien. Mais il reste énormément de choses à faire et le travail continuera aussi. L'hivernage, c'est pour bientôt de quoi faire le tour des sites inondables du Sénégal, comme ici à Matam, précisément à Kanel ou bien Djadoli, Damga. Tous ces sites sont inondables. L'urgence reste la réhabilitation des digues. À ce niveau, que dire? C'est avoir des canalisations, surtout des canalisations au niveau de la ville, de Kanel. Si l'eau vient, ça passe partout dans la ville. Donc même
ici, ça inonde. On imagine que s'il y a beaucoup de pluie, ça peut rentrer même dans la ville. Donc ce qui peut arranger le problème, c'est de faire des canalisations dans la ville. On déborde au niveau du village. Il y a eu des missions techniques qui étaient là. Je pense que tout avait été déjà fait, il ne restait qu'à réaliser. Donc, monsieur le ministre, c'est ce que nous attendons vraiment, c'est des actions très rapides. Nous sommes en tournée pour voir de visu quels sont les véritables problèmes. Essayer de mettre en place un document qui pourra relever en détail l'ensemble des ouvrages structurants qui doivent être mis en place, mais aussi voir dans l'immédiat, dans l'urgence, quelles sont les mesures conservatoires qu'il faut engager avec les autorités administratives et locales d'ici l'hivernage 2017. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les dégâts? Au terme de la visite, ici dans la région de Matam, Pape Gorguendang, ministre délégué en charge des inondations, en a profité pour rappeler que dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, l'État du Sénégal a prévu une importante enveloppe de plus de 766 milliards de francs CFA. De quoi rassurer les collectivités locales et leur dire que l'urgence, c'est tous pour faire face en seul ennemi, les inondations qui ne font que coûter cher à notre économie nationale. Et puis le secrétaire d'État à l'hydraulique a procédé ce mardi au lancement officiel des travaux de construction de 2 forages dans la commune de Malicounda, département de Mbour. 200 millions de francs CFA, c'est le coût global du projet financé par l'Agence de coopération internationale de la Corée, COICA. Thierno Diallo nous en dit plus. C'est avec une diversité culturelle que les populations de Sinthiou-Mbadan Peul et de Sinthiou-Mbadan Serer ont accueilli la délégation conduite par le secrétaire d'État à l'hydraulique. Cette journée marque le lancement officiel des travaux de construction de 2 forages dans la commune de Malicounda, financés par l'Agence de coopération internationale de la Corée COICA au Sénégal. Les 9 forages qui sont prévus dans le Sénégal, Malicounda en a bénéficié 2. 2 sur 9. C'est la seule commune qui a bénéficié de 2 forages. Il n'y en a pas d'autres. Cette mobilisation fait honneur au Sénégal devant la Corée. Depuis ce matin, vous êtes là, debout comme un seul homme, magnifier les réalisations. Tout ce qui a été possible ici l'a été grâce à son excellence le président Macky Sall. Et pour ça, je ne voudrais pas aller plus loin sans saluer les valeureux fils du département de Mbour. Depuis 1991, date de création de la COICA, la République de Corée du Sud apporte sa contribution à l'aide publique au développement de notre pays dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'hydraulique. Cette deuxième phase du projet d'approvisionnement d'eau potable permettra la réalisation des forages et châteaux d'eau dans les 9 sites et 170 km de réseau hydraulique de 2017 à 2018. À travers le projet d'approvisionnement en eau potable, la COICA a réalisé 12 forages, 12 châteaux d'eau, 225 km de réseau hydraulique et 3 unités de traitement d'eau entre 2011 et 2014 au Sénégal. L'eau, c'est la vie, c'est la vie. En lançant les travaux du projet aujourd'hui, ce sont plus de 40 000 personnes et 100 000 bêtes qui pourront bientôt avoir accès à l'eau potable. Le lancement des travaux de construction des 2 forages dans la commune de Malicounda a été une nouvelle occasion de célébrer les 55 ans de relations bilatérales entre le Sénégal et la République de Corée du Sud. 9 véhicules d'une valeur de 145 millions de francs CFA, c'est l'appui de l'Union européenne au ministère de la Pêche. C'est pour soutenir la mise en œuvre de la politique sectorielle de ce département, un axe du plan Sénégal émergent. Fatoumata Savané nous en dit plus. Ce don de 9 véhicules matérialise l'appui sectoriel de l'accord de partenariat entre le domaine de la pêche durable et l'Union européenne. Actuellement, la contrepartie financière pour cet accord versé par l'Union européenne correspond à un montant annuel de près de 1,750 millions d'euros. L'enveloppe dite appui sectoriel prévoit la première année d'acquérir 9 véhicules. Et ça, c'est la raison pourquoi nous sommes ici pour la remise des clés. L'appui sectoriel d'un montant de 750 000 euros, soit 491 millions
700 000 par an, est destiné au renforcement des capacités des services du ministère de la Pêche et de l'économie maritime pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de pêche durable. 3 véhicules sont destinés à la direction de la protection et de la surveillance des pêches. 3 autres sont pour les services de la direction maritime et les 3 derniers sont destinés à la direction des industries de la transformation des produits de la pêche. Il s'agira pour ces 3 directions du ministère de la Pêche et de l'économie maritime d'assurer, entre autres, les inspections des navires de pêche arrivant au port de Dakar et des sites de débarquement de la pêche artisanale, le suivi des activités de la pêche artisanale, l'inspection sanitaire des établissements agréés à l'exportation et des sites de transformation. J'espère que l'utilisation de ces moyens nouveaux permettra au ministère de la Pêche d'améliorer sa présence sur les sites de pêche et ainsi de contribuer à une amélioration de la gouvernance du secteur. Ils serviront au renforcement de la sécurité sur les zones côtières, au contrôle du suivi des activités de pêche et au transport des produits de l'industrie de la pêche au Sénégal. Un nouveau référentiel de politique sectorielle du ministère en charge du commerce est en cours d'élaboration. Le processus de réflexion a impliqué l'ensemble des acteurs. Les premières conclusions ont été restituées au ministre en charge du commerce au cours d'un atelier compte-rendu à Alassane Diédhiou. L'élaboration de l'aide de politique sectorielle est un processus de formulation des orientations stratégiques visant à atteindre avec efficience des objectifs visés. Cette démarche managériale incontournable sous-tend la préoccupation de l'ensemble des acteurs des directions et agences du ministère en charge du commerce conviés autour d'un atelier d'élaboration de l'aide de politique sectorielle. Cette étape de l'élaboration de la lettre de politique sectorielle du département en charge du commerce vise d'abord à analyser les contraintes et les défis du secteur commerce, mais également à déterminer les enjeux pour le futur. Pour assurer un effet levier qui permet d'obtenir une satisfaction en termes d'output, un consultant a été mis à contribution. En se dotant d'un nouveau cadre référentiel de politique sectorielle, il s'agit de consolider la place du commerce dans l'économie sénégalaise. Quand on sait que ce secteur contribue pour plus de 15% du PIB, on prend la pleine mesure des enjeux. Nous devons davantage insister sur le commerce de services. Si vous prenez par exemple les services de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, le Sénégal a des atouts extrêmement importants. En développant un capital humain puissant, des ingénieurs, des spécialistes de ce secteur, nous arrivons justement à générer des ressources extrêmement importantes dans le secteur du commerce électronique. Donc le commerce de services est un secteur qui peut porter fortement la croissance. C'est également tous les services autour du tourisme. C'est également les services aéroportuaires. C'est également les services autour de la consommation. La construction du marché international est également une plateforme qui favorise justement le commerce de services. Parce que dans ce marché, vous allez avoir les producteurs, les commerçants, les banquiers, les assurances, les transporteurs, les logisticiens. Et donc c'est également un commerce de services. Donc développer fortement le commerce de services aujourd'hui qui constitue un enjeu mondial en matière de développement économique et social. L'élaboration d'un instrument d'aide à la décision administrative dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent traduit la volonté des autorités en charge du commerce de mettre à niveau et la structure et les hommes par une démarche de suivi-évaluation. Pour rappel, les représentants du BOM, le Bureau Organisation et Méthode de la primature du ministère de l'économie et des finances, ont pris part à ces journées de réflexion. Forte production de haricots dans la ferme de Mont-Roland, région de Thiès. Créée il y a un an, cette ferme permet aux producteurs de gagner 500 000 francs par campagne. L'ANIDA veut aujourd'hui s'accompagner dans la diversification des productions. Hamidou Diop. La ferme de Mont-Roland a battu les records cette année en termes de production. 23 tonnes de haricots à hectare, du jamais vu. Les producteurs en assemblée générale ont donné les résultats des différentes campagnes. Campagne haricot 2015-2016, liggéey nañ ko sur 5 hectares, sur un rendement de 89 tonnes 331 kg. Sur le total recette 7 931 775 francs CFA, soit 298
298 800 francs par personne. Intégrer la ferme de l'Anida a considérablement changé la vie de ses producteurs. François Diouf est le président du GIE Khabaranta. Grâce à ses revenus, il a commencé à bâtir une maison et il n'est pas le seul. Ici, on est au niveau de ma parcelle. J'ai déjà eu à construire, à faire 1 tonne de briques et une adduction d'eau à utilisation domestique. Cette ferme nous